Retrouvez Tendido Sud avec Planète Corrida, votre mensuel taurin. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Tendido Sud, nouvelle émission ce dernier mercredi du mois de novembre pour continuer à évoquer le bilan de la temporada 2009, notamment aux côtés des acteurs de la Fiesta Brava. Ce soir, on est très heureux d'accueillir sur le plateau de cette émission Jean-Baptiste Jalabert, Juan Bautista. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Christophe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pendant toute cette heure, on va un petit peu revenir sur votre actualité, sur ce qu'a été la temporada 2009, avec quelques beaux moments vécus en France, avec ce 10e anniversaire de l'alternative qui a été célébré au cours de plusieurs événements. Mais avant cela, Jean-Baptiste, on va découvrir en images le fait majeur de l'actualité, en tout cas locale et vous concernant. Il s'agit d'un changement au sein de votre quadrille, on évoque un autre changement également. Il s'agit de l'entrée dans la quadrilla de Curro Robles, ce banderiero lidiande qui officiait jusqu'alors aux ordres de Daniel Luque. On le voit ici en septembre dernier lors de la corrida de Valdefresno, que vous aviez d'ailleurs toré aux côtés de Miguel Ángel Pereira et de Daniel Luque. Et devant ce 6e exemplaire, Curro Robles s'était distingué notamment lors du tir de banderille en saluant. Et également dans la Lidia du 3e taureau de l'après-midi. On imagine, Jean-Baptiste, que peut-être ce changement est dû aussi au changement d'apoderado qu'on a appris il y a quelques jours de cela, à savoir que vous êtes séparés à l'amiable du duo représenté par Roberto Espinosa et Eduardo Dávila Miura. Et vous avez donc signé, vous n'avez pas signé, ça a été une poignée de main, ça s'est fait comme ça se fait souvent sur la parole, avec José María González de Caldas et Marcos Sánchez Mejías. Oui, c'est vrai que ce banderiero il a toujours accompagné les toreros qui étaient dans cette casa d'apoderados. Mais j'étais en contact avec lui déjà depuis un petit mois et il était intéressé, il m'avait contacté pour entrer dans ma quadrille. Et c'est vrai que c'est un grand professionnel qui est reconnu dans le milieu, un banderiero très spectaculaire et qui a aussi un bon capote et qui en plus de ça est très aficionado et toujours de bons conseils à les toreros, donc j'avais de très bons échos de tout ça et j'étais déjà intéressé de le prendre dans ma quadrille, encore plus sachant maintenant l'amitié et la confiance qu'il y a entre lui aussi et mes nouveaux apoderados. Aucun changement dans le reste de la quadrille sinon? Non, après la quadrille, ça reste des personnes très fidèles qui sont avec moi depuis longtemps, Christian Romero, Ismael González, Pucciano, ils font partie de ma quadrille depuis mes débuts en tant que novière, donc ça fait presque 10 ans de tout ça et donc on repart encore sur une belle aventure, une année qui s'annonce importante à l'an prochain. Allez, on va avoir l'occasion avec Jean-Baptiste de revenir sur la préparation de cette temporada 2010 tout en feuilletant l'album de la saison 2009. Mais avant cela, nous allons faire un petit détour du côté de l'actualité des clubs taurins. Avec sur l'agenda des clubs taurins à noter ce vendredi 27 novembre à partir de 19h30, rendez-vous à la Macarena du côté de la rue de Lons-Soubeyran pour une soirée organisée par le club taurin Afición Vomitoire 105 avec comme invité Philippe Héra, l'actuel fournisseur de la cavalerie aux arènes de Nîmes, sous l'intitulé 80 ans d'expérience et de prestige au service des chevaux de Picador. Philippe Héra sera donc l'invité de cette grande soirée taurine où il parlera bien évidemment de son métier de fournisseur de chevaux de cavalerie dans différentes arènes françaises. Vous le savez certainement, la novillade n'avait pu avoir lieu le 11 novembre dernier à cause du mauvais temps. La dernière novillade sans Picador de la saison en France dans les arènes de Saint-Sevé aura lieu ce samedi 28 novembre à partir de 15h30 aux arènes de Morlanes. Le bétail et le cartel des toreros demeurent inchangés. 5 novillos de Mariano Cifuentes pour Alberto López Simón, Adolfo Ramos, David Galvan ainsi que Sofiane. Et puis si vous souhaitez avoir plus de renseignements justement sur la jeune afición de Saint-Sevé, vous pouvez vous reporter sur le site internet le www.peñajeuneafición.com.
Et puis la dernière info, elle concerne la soirée qui sera proposée le 4 décembre prochain à Istres, au Café du Commerce. Un dîner-débat sur le thème la reconversion d'un torero en présence des matadors de toros Denis Lauré, Bernard Carbucci ainsi que le bandoliero Jean-Marie Bourré. Les réservations sont possibles en appelant le numéro de téléphone suivant, c'est le 06 77 07 01 45. Le numéro s'inscrit en bas de votre écran. Et puis parmi les cartels que nous avons sélectionnés cette semaine, très certainement il va s'inscrire à l'écran. Il concerne bien évidemment l'Amérique latine, le cartel coup de cœur de la semaine. Cartel qui va nous amener du côté de la capitale péruvienne, les arènes de Hacho à Lima, avec une corrida ce dimanche de Monte Grande et de la Ahumada avec Enrique Ponce et Sébastien Castella, ainsi que José María Manzanares Segundo. Jean-Baptiste, vous avez toré dans de nombreuses arènes latino-américaines. Est-ce que le Pérou est une patrie que vous connaissez? Pas trop. Non, c'est vrai que le Pérou, justement, Lima, c'est, je crois, une des seules arènes en Amérique du Sud vraiment d'importance où je n'ai jamais toré. Et j'espère un jour pouvoir y faire ma présentation parce que c'est vraiment une arène très importante qui aime le bon toreo, qui répond vraiment à la qualité du toreo. Et j'avais toré de Novillero, ça s'était pas très bien passé. Le bétail du Péruvien est assez irrégulier, mais enfin, j'espère pouvoir un jour y torer de Matador Toro. Et retourner et refaire campagne de l'autre côté de l'Atlantique, c'est toujours un plaisir que d'aller dans ce genre d'arène, Jean-Baptiste. Oui, surtout ces férias comme ça, Lima, Cali, Quito, tout ça sont vraiment des férias superbes où il y a une grande ambiance et où le triomphe a vraiment beaucoup de répercussions. Là-bas, les aficionados sont aussi très exigeants et quand tu arrives à triompher dans ces arènes-là, c'est quelque chose d'important pour ta carrière. Avant de revenir avec Jean-Baptiste sur les temps forts de cette temporada 2009, un rappel, celui du mail de l'émission, c'est tendidosud@telemiroir.com, également le site internet de l'émission pour voir et revoir ce programme à la carte, Tendido Sud, sur telemiroir.com et sur le serveur de vidéo mykewego.fr. Et puis n'oubliez pas le Facebook de cette émission, les aficionados de Tendido Sud. Allez, on va décliner avec Jean-Baptiste la première page consacrée à sa temporada 2009. On va lancer immédiatement les images, Jean-Baptiste, avec plusieurs temps forts et on va dire des défis que vous étiez lancés cette année pour vos 10 ans d'alternative. Dans un premier temps, combattre une corrida de Miura pour la première fois de votre carrière, mais je crois que c'était un élevage que vous aviez déjà croisé de Novillero. De Novillero et puis aussi en Tentadero, c'est vrai que c'est un élevage où j'aime bien aller tienter l'hiver parce que c'est vraiment une autre ambiance, le comportement des taureaux ou des vaches est vraiment différent à ce qu'on peut rencontrer normalement. Et c'était un rêve, un défi que je m'étais fait un peu depuis mes débuts, combattre un jour une corrida de Miura dans un endroit important et choisir Nîmes c'était parfait, c'était l'idéal. Nîmes est une arène que j'adore, qui me réussit bien, dans laquelle j'ai eu des triomphes importants, donc j'étais content de le faire ici et je me suis senti bien ce jour-là. Les taureaux ont assez bien servi, un poil faible peut-être pour l'attente qu'avait le public par rapport au mur, mais quand même assez intéressant. Et ce qui a été dommage ce jour-là, ça a été le vent qui a énormément gêné et on a été obligé de torer les taureaux presque au tauril à chaque fois. On aura l'occasion de le voir tout à l'heure en début de fin. D'ailleurs, ce taureau, ce troisième exemplaire de l'après-midi, baptisé Interesado, avait quand même, on va dire, une acquaintance particulière pour le terrain du tauril. Ouais. Et c'est vrai qu'il était déjà un peu attiré par le tauril et en plus de ça, j'ai dû le torer là-bas parce que en ayant beaucoup toré dans les arènes de Nîmes, je sais que quand il y a du vent, en général, c'est au tauril ou alors à la présidence, qui est le monde de vent. Et ce jour-là, on a tous choisi le terrain du tauril et bon, c'est clair que ça aide pas les taureaux à rompre que de les torer là-bas. Pour les toreros, les extrémités de l'ovale nîmois sont finalement les plus abritées en termes de souffle. Un mot justement sur la préparation de cette corrida. J'imagine que votre conseiller de l'époque, co-apoderado, Eduardo Dávila Miura, avait dû avoir des paroles particulières par rapport au taureau de Miura qui il a lui-même toré, si ce n'est que ça vient aussi de sa famille un petit peu. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé avec Eduardo et j'ai eu la chance cet hiver de tienter pas mal de fois là-bas. Ils m'ont même offert plusieurs taureaux à torer en privé, donc j'ai pu un peu m'habituer à cette ganaderie qui est vraiment spéciale.
Est-ce que vous aviez imaginé, il y a 10 ans en arrière, à vos débuts de Matador, un jour pouvoir péguer comme ça un kit par Ciccolline à un taureau de Mur et un jour tenter l'expérience de ce genre de corrida dont on sait qu'il est particulièrement rugueux pour les toreros? En fait, quand on décide, quand on a envie de devenir torero, quand on rêve d'être torero, on rêve de faire plein de gestes comme ça, plein de choses importantes. Et moi, c'était un de mes rêves que je voulais faire, c'était torer des murs un jour dans un endroit important. Et c'est vrai que je crois que les aficionados étaient surpris. L'impresario, Simon Casas, a été même surpris quand je lui ai proposé l'idée. C'est quelque chose qui me tenait à cœur et j'ai pensé que pour ma 10e année d'alternative, justement, c'était l'idéal de le faire dans les arènes de Nîmes et essayer de donner le maximum avec ces taureaux si particuliers. C'est vraiment une autre tauromachie quand même, hein. Même si ces deux taureaux-là se sont laissés, mais déjà dans la longueur du taureau, voilà, comme parlant. Hein. Un taureau qui ne peut pas trop humilier, et qui a des réactions de temps en temps un peu bizarres, qui est beaucoup plus haut, plus basto, plus large de cornes, tout ça. Et en plus avec le vent, ça rend encore la chose encore plus compliquée. Quels ont été les signes extérieurs qui vous ont permis, on va dire, de confirmer ce que beaucoup de toreros disent des Murs, à savoir que c'est un taureau qui apprend très vite? Oui, c'est un taureau auquel il faut faire les choses vraiment très bien, avec beaucoup de sérieux. Oui, certainement, c'est un taureau qui desarrolle rapidement et qui est un peu irrégulier dans ses charges. Quelquefois, le taureau prenait bien le muletazo, d'autres fois, il restait très court. C'est aussi un taureau très irrégulier comme ça, qui peut te surprendre à tout moment, quoi. Qui s'investit, mais avec toujours un petit peu cette impression de brusquerie aussi. Hein. Et un peu de retenue toujours. Il ne s'intrigue pas vraiment complètement comme un autre bon taureau d'un Domecq ou d'un Núñez qui, quand il humilie, quand il s'emploie vraiment, il va jusqu'au bout du muletazo. Et le taureau de Mur, il ne va pas jusqu'au bout. Il en garde toujours un peu parce qu'il a toujours un doute. Il se demande toujours qu'est-ce qui peut se passer derrière. Et ce qui implique pour le torero d'être très attentif sur tout ce qui concerne le replacement aussi. Oui, c'est des combats très sérieux. Et après, justement, après avoir toré cette corrida, si déjà j'en donnais beaucoup, mais alors là je donne encore plus de mérite à tous ces toreros qui les toraient régulièrement, ou à des toreros même qui en ont toré 6 dans la même après-midi tout seul. Pour en parler à Ipadilla qui avait combattu Simur à Bilbao, Spartak qui avait toré Simur plusieurs fois à Séville. Ça c'est d'un mérite vraiment énorme. Et en plus de ça, le faire dans des endroits d'aussi grande responsabilité, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Alors on voit cette faine a été marquée par plusieurs séquences liées. Finalement, ce qui l'a manqué, c'est peut-être plus de réussite avec les aciers. L'estocade placée, 2 d'escabeille, le taureau qui tarde un petit peu à tomber, mais sinon vous auriez pu repartir avec une oreille sans aucun problème. Oui, même je crois que ce jour-là, en ayant bien tué, j'aurais pu couper une oreille à chaque taureau. Et malheureusement, l'épée, à ce moment-là, justement, de la temporade, j'étais très irrégulier à l'épée. J'ai perdu d'ailleurs à la Feria de Pentecôte plusieurs oreilles à l'épée. Vous l'attribuez à quoi, cette irrégularité en début de saison? C'est des rachas et c'est souvent quand il y en a le plus besoin que ça t'arrive, que tu tombes sur une mauvaise racha, que tu perds le sitio, que tu perds la confiance à l'épée. Et à ce moment-là, ça a été difficile de le retrouver. Ouais. Alors on va enchaîner avec notre temps fort de la temporada. C'était le second mano à mano de la saison où vous retrouviez Sébastien Castella avec 3 taureaux chacun. Le premier avait lieu à Arles, on aura l'occasion d'y revenir en deuxième partie d'émission. On va se concentrer sur cette date du vendredi 14 août 2009. Alors si vous découvriez à Nîmes les taureaux de Mur, en revanche les taureaux de Robert Marger, vous les avez déjà combattus aux côtés de Sébastien Castella, je crois, si mes souvenirs sont bons, c'était à Fenouillet. À Toulouse, oui, à Fenouillet. Et à Fenouillet, d'ailleurs, il a sorti une corrida qui était sortie vraiment excellente, complète. Alors que ce jour-là, à Béziers, il y a eu quelques taureaux avec de la qualité, dont notamment celui-là qui était un bon taureau. 3e exemplaire. Hein. Mais un taureau aussi pas simple, un taureau sérieux, de comportement et scintille aussi de physique et de tête. Hein. C'est un taureau qui aurait pu passer presque à Madrid, je pense, par le sérieux qu'il est. Et non, la ganaderie de Robert Marger, c'est une ganaderie que je connais assez bien, puisque régulièrement Robert m'invite tienter là-bas. Et c'était un beau challenge, un beau défi aussi pour ce mano-à-mano avec Sébastien Castella. En plus de ça, en plus d'être mano-à-mano aux 2 toreros français, mais de combattre également une corrida française dans une arène, dans une feria aussi importante que celle de Béziers.
Et bon, ça s'est bien passé puisqu'on est sortis tous les deux en triomphe, donc ça a été une après-midi réussie. Alors vous avez coupé les deux oreilles de ce troisième exemplaire. Alors c'est un taureau qui a tardé à se définir au niveau, on va dire, des deux premiers tiers, qui a mis la quadrille un petit peu à l'épreuve lors du tiers de banderille. Et puis ensuite, vous avez su trouver la distance juste et surtout maintenir la qualité première du taureau qui était sa grande intention, la fixité. On le voit sur les sites de loin, il a pris la moulette avec une certaine qualité. Le taureau il est noble, il répète. Le défaut que je pourrais lui donner, c'est qu'il n'humilie pas. Il passe toujours avec la tête à demi-hauteur et il ne va pas vraiment jusqu'au bout du mouletas. Mais c'est un taureau avec beaucoup de noblesse et un comportement très intéressant. Et en plus de ça, un comportement sérieux, ce qui transmet au public. Et c'est vrai que c'est un taureau qui avait été compliqué dans le tertio, parce qu'il a émis la quadrille en difficulté. Mais après la moulette, dès les premiers mouletas, j'ai senti et j'ai pu apercevoir ses qualités de noblesse. Et c'est vrai que je m'en suis bien servi. Après, je l'ai bien tué, donc ce qui m'a permis de lui couper les deux oreilles. Alors il y a eu ces passages, vous nous expliquiez, Jean-Baptiste, où le taureau donc, est mobile, mais il baisse peu la tête, donc c'est pas évident pour le torero de maintenir cette attention. Comment on fait techniquement parlant pour obliger un taureau à aller plus loin dans la passe comme ça a été le cas? Le taureau qui ne veut pas humilier, c'est difficile de l'obliger à humilier, surtout quand il a vraiment cette tendance à sortir comme ça vers le haut. Mais c'est l'aider en général à demi-hauteur et peut-être donner un second toque dans le mouletas pour essayer de lui donner quelques centimètres de plus dans le mouletas. Maintenir encore plus l'attention du taureau pour l'installer. Et le tenir très, très empapao à la moulette pour que le taureau ait envie d'aller le plus loin possible. Empapao, ça veut dire bien mêlé dans le leurre, on peut dire ça comme ça? Le plus proche de la moulette, le templé vraiment au millimètre. Un mot sur l'invitation du fils de Robert Margé, Olivier, justement, à saluer en piste après la Lidia de ce taureau? Parce que je savais que c'était aussi une après-midi importante pour eux. Lidier, pour Robert et Olivier, Lidier dans leur ville, dans leur arène de Béziers, c'était certainement une après-midi de grosse responsabilité pour eux. Et je venais de combattre un taureau qui était sorti très intéressant, qui était sorti bon. Donc j'étais content pour eux, content d'avoir triomphé. Et un peu ça, Olivier et Robert sont des amis, donc voilà. Le mano a mano de Juan Bautista et de Sébastien Castella version biterroise. Juste après une courte page de publicité, je vous propose de revenir sur la version arlésienne. Tanido Sud revient très vite. Avec les aménagements arènes, esplanades, feuchères, le bus en site propre et les allées Jaurès, nous allons vous rendre la ville belle et facile. La deuxième partie de Tendido Sud avec notre invité d'honneur en ce mercredi 25 novembre, Jean-Baptiste Jalabert, Juan Bautista, avec l'une des premières corridas importantes de votre saison. C'était ce retour dans les arènes d'Arles le vendredi 10 avril, en ouverture de la Feria de Pâques, avec vos retrouvailles à mano avec Sébastien Castella. Alors, on ne va pas avoir l'occasion de voir le brindis que vous aviez fait au torero biterrois devant le 5e exemplaire, mais j'imagine qu'il y avait un vrai plaisir intérieur à retrouver cette ambiance de compétition avec votre rival français. Oui, c'est vrai que c'était une belle après-midi, puis ça faisait plus d'un an qu'on n'avait pas tourné ensemble, donc il y avait une belle ambiance, les arènes, il y avait beaucoup de monde. Je crois que beaucoup de gens attendaient de nous revoir ensemble et malheureusement pendant plus d'une saison ça n'avait pas été possible, mais voilà, c'était un beau retour comme ça
un beau mano-mano. En plus de ça, c'est vrai que les gens avaient de beaux souvenirs de corrida ensemble qu'on a toré, donc c'était bien, en plus de ça, dans les arènes d'Arles, de se retrouver. Avec un classique ganadero arlésien pour la corrida du vendredi, Domingo Hernandez, principale qualité de cet élevage, vous qui le torez maintenant depuis de nombreuses années, que ce soit à Arles, à Nîmes et puis dans d'autres arènes. C'est un élevage très régulier, qui a beaucoup de qualité, avec des taureaux. Ce jour-là, il a sorti 3 ou 4 taureaux vraiment importants, et qui permet justement des faines de qualité, des triomphes importants aux toreros. Et ce jour-là, la corrida avait été idéalement choisie par l'Empresa, et elle a servi, elle a permis à tous les deux d'avoir un triomphe important. Alors avec une marque de fabrique au niveau du tracé de cette course, je parlais de compétition, c'est que dès le premier taureau, vous avez montré que vous ne souhaitiez rien lâcher. C'est-à-dire qu'après une première intervention au kit, une réponse de Sébastien Castella, vous êtes retourné au kit. Et à ce moment-là, on pense qu'à la compétition, on ne pense pas au capital pass du taureau et à la fin qui suit. Oui, c'est vrai qu'on y pense un peu moins que lors d'une corrida normale, mais mano-mano, c'est un peu ça aussi. On doit rentrer en kit, chacun sur l'autre taureau, sur le taureau du compagnon. Et à Béziers, on n'a pas pu trop le faire, parce que la plupart des taureaux ont été piqués seulement une fois. Donc, comme on peut rentrer au kit seulement après le second pouillasse. Mais à Arles, le second pouillasse est obligatoire, et donc tous les taureaux ont pris de pouillasse. Et je crois qu'il y a eu des kits à tous les taureaux, et c'est quelque chose qui a plu au public. Ça apporte un peu de diversité, de variété. Alors on dit parfois qu'il est difficile d'ouvrir la course, c'est pour ça que certains toreros préfèrent avoir un chef de ligne devant pour passer deuxième plutôt que d'avoir à entamer en première position. Lorsqu'on a dans sa moulette un taureau comme Napolitano qui fait preuve de qualité, Ouais. qu'est-ce qu'on ressent? On se sent de suite dans le sujet, on se dit que franchement on peut être bien dès le premier taureau et que finalement d'ouvrir ça peut être bien aussi. C'est mieux de pas ouvrir, hein, la vérité, mais non, mais quand on a un taureau comme ça, peu importe, que ce soit en premier ou en 6e position, ce qu'il faut, c'est être bien avec et ne pas le laisser passer et lui couper les oreilles. Et c'est vrai qu'en passant premier de la course, c'est souvent beaucoup plus difficile de couper les oreilles. Les gens n'ont pas trop de repères justement par rapport à l'attribution des trophées, la présidence non plus. Nous, on peut être un poil froid, mais sur ce taureau, ça ne s'est pas passé. Et le public a répondu. Moi, j'ai été à gusto. Il y a eu des moments importants et je me suis fait plaisir. On voit ici les qualités de cette faine d'intensité croissante avec ce final par Manoletine, final classique. On sait que vous préférez les Suerte que vous avez vous-même inventé, que vous aviez proposé notamment dans les arènes de Nîmes, mais les Manoletines parfois reviennent dans le répertoire en fin de faine. Oui, il y a des choses. Après, faut laisser place un peu à l'inspiration, à ce qu'on ressent sur le moment. Et là, c'était Manoletine avec l'épée. D'autres fois, c'est sans l'épée. Enfin, ça dépend. Ça fonctionne de l'inspiration du moment. Alors, on va couper les deux oreilles de Napolitano, donc le premier exemplaire de cette journée pascale. On va vous retrouver devant le troisième exemplaire, baptisé Relatador, que vous allez recevoir par cette larga camera de rodilla à la cape. Alors, devant ce taureau, vous allez couper qu'une seule oreille, mais sous les yeux du maire de Nîmes, sénateur de Nîmes, Jean-Paul Fournier, on va se rendre compte progressivement que peut-être vous avez été encore plus profond avec ce taureau à la moulette que devant le précédent, alors que là, vous n'allez couper qu'une seule oreille. Est-ce que vous partagez ce sentiment d'être allé plus loin avec ce taureau? Avec ce taureau, il y a eu surtout, je pense, si je me rappelle bien, 2 séries à gauche, qui ont été vraiment très profondes, avec beaucoup d'entrega et où je me suis senti très à gusto. Et c'est vrai que pour moi, intérieurement, la faine à ce taureau était plus importante. Sur l'autre taureau, c'est le taureau, un bon taureau, une faine, je pense, de qualité, et un coup d'épée à récibir qui apporte un plus, et 2 oreilles qui étaient en tout cas demandées avec la majorité, même s'il y en a toujours 3 ou 4 à Arles qui les difficile de contenter tout le monde. Mais en tout cas, non, c'est vrai que sur ce taureau, j'ai pris plus de plaisir et c'était plus profond et avec plus de más sentido, non? Alors, on vous voit ici dans une réplique par Caleserinas au kit après les tafalleras proposées par Sébastien Castella. On peut dire qu'au cours de cette corrida, finalement, les choses sont allées de façon inverse. Vous avez
commencé la course en coupant 2 oreilles et une oreille, Sébastien Castella ne coupant pas d'oreille. Et à mi-course, en fait, la réussite en termes de récompense a basculé en faveur de Sébastien Castella qui coupait une oreille et puis 2 oreilles devant le dernier taureau. Comment vous avez ressenti justement l'évolution du tracé et de l'intensité de la corrida en termes de mano à mano? Ouais, c'est vrai que c'est dommage que mon troisième taureau n'ait pas trop servi. Il s'est vite arrêté à la moulette. Il m'a pas permis alors qu'il était noble, mais il m'a pas permis de triompher. Et j'aurais aimé continuer sur cette série après avoir coupé les 2 oreilles, une oreille. Ça aurait été bien sur le troisième aussi de faire quelque chose. Mais le troisième ne m'a pas permis, alors que les taureaux de Sébastien, justement, ça a été dans le sens inverse. Son premier n'a pas servi. Le deuxième avait été un taureau compliqué, avec lequel il avait été très bien, il avait coupé une oreille importante. Et après, il coupe 2 oreilles au 6e, qui était un très bon taureau. Mais bon, ça on ne peut pas contrôler. Je connaissais la corrida, je l'avais vu un peu au corral. Et le troisième taureau, c'était celui de mon lot, c'était celui qui me plaisait le plus. Et c'était moi qui avais décidé de le mettre en 3e position, en 5e position de la corrida. Mais malheureusement, c'est celui qui a le moins servi. Alors, on va retrouver sur ces images d'Olivier Michel eh bien, ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, à savoir le goût que vous avez pris à torer cet exemplaire de Domingo Hernandez avec beaucoup de style et de goût, notamment sur les naturels, et puis surtout en cultivant ce que vous aimez aussi, vous faire plaisir par rapport à la gestuelle que vous proposez au public, avec une trincheria parfois pour finir une série, et vraiment aller dans ce sens de profondeur qui est votre marque depuis votre réapparition. Est-ce que cette faine fait partie des faines importantes de votre temporada, Jean-Baptiste? Oui, elle fait partie des faines importantes de la saison, et parce que j'y ai fait les choses comme je les ressens, j'ai fait des choses à gusto, il y a eu des moletassos classiques, des naturels et des rechazos avec beaucoup de lenteur, de profondeur, mais aussi il y a eu des détails, il y a eu des trincherazos, il y a eu le toreo que j'aime faire et que dès qu'un taureau me permet, j'essaye de le mettre en pratique. C'est aussi la tauromachie que les gens aiment me voir faire, je crois. Et bon, c'est pas facile, c'est pas simple de le mettre en place et de le faire souvent, mais cette année, j'ai pu le faire quelques fois, dont Aïs Taureau. Alors cette année, vous avez toré un total de 27 corridas, coupé un total de 29 oreilles. On parlait tout à l'heure de la réussite avec l'épée. Qu'est-ce qui vous a manqué peut-être dans certaines arènes importantes justement pour obtenir plus de succès? La malchance du sorteo, le manque de transmission avec le public, vous l'attribuez à quoi cette année qui a eu des hauts et des bas en fait? Ben justement, un peu la saison, dans une saison, il y a un peu de tout. Il y a des bons taureaux, des mauvais, des jours où tu es bien, des jours où tu es moins bien, des taureaux, des séries après où tu tues bien les taureaux, d'autres où tu les pinches. C'est vrai qu'il y a eu un moment, le mois de mai, où les fêtes de Pentecôte, Nîmes, Grenade, Cordoba, où je me suis senti bien, où j'ai été bien avec les taureaux, mais j'ai perdu beaucoup d'oreilles à l'épée. Et après, il y a eu la malchance à Séville, parce que là j'ai eu vraiment un lot qui n'a rien permis. Et à Madrid, bon, qui est une arène assez compliquée quand même, les taureaux n'ont pas trop aidé non plus. Et donc voilà un peu une saison un peu régulière, mais avec des moments quand même très positifs, des moments importants dans des arènes de première catégorie. Alors, et parmi ces arènes importantes, un retour dans les arènes de Nîmes. Ce taureau de Nîmes, ce taureau Val-des-Frères, ça a été aussi dommage de pas bien le tuer, parce que la deuxième oreille n'était pas loin également. Voilà, on ne le verra pas sur la première tentative, mais en fait vous mettez Isaac à recibir, ouais, et vous le tuez au second essai. Alors là, dans les arènes de Nîmes, ce sont des arènes, ça fait partie de vos arènes de prédilection. Vous deviez de repartir en 2009 en coupant une oreille, ça n'avait pas été le cas lors de la feria de Pentecôte, que ce soit lors des Miura, par malchance avec l'épée, ou alors lors de cette corrida de Jandia qui ne s'est pas déroulée totalement comme prévu, avec un lot assez médiocre. Ici, les Val de Fresno, autre encaste et un taureau qui, après les 2 premiers tiers, peut donner pas mal d'importance aux gestes proposés par le taureau. Ouais, c'est un taureau qui a beaucoup de mobilité, qui n'est pas simple parce qu'il marche beaucoup. Et il ne te laisse pas vraiment te replacer. C'est lui qui souvent prend l'initiative sur le Moletasso. Mais un bon taureau, la corrida ce jour-là est sortie importante, une corrida très importante de Val-des-Frères. Elle a permis aussi à Luc et à Pereira de faire des faines très importantes. Oui, non, ça aurait été dommage, c'est sûr, de partir de la saison de Nîmes sans couper d'oreille. Mais bon, des fois, voilà, à Pentecôte, il y a eu des faines de qualité. Autant avec les murs, mais aussi avec un taureau de Jandia, auquel j'aurais pu couper une forte oreille, mais l'épée à ce moment-là
ne m'a pas du tout aidé et m'a fait perdre des oreilles importantes. Un taureau qui était très exigeant et devant lequel vous êtes centré comme il se devait, notamment sur le côté gauche. Ouais, un taureau exigeant, là on voit il a pris très bien trois naturels, en l'amenant vraiment loin, mais après sur une quatrième, le taureau réfléchit un peu plus. C'est des taureaux importants mais qui ne sont pas faciles à taureau. Des taureaux braves. Les taureaux braves sont les taureaux les plus compliqués à taurer d'ailleurs. Les plus exigeants. En tout cas, les figures ne rechignent pas à les taurer. Val-les-Fraises est peut-être l'élevage que l'on voit assez fréquemment, autant avec des taureaux dits belluaires dans un tamagne et des morphologies très impressionnantes, avec du coffre et de l'âge, que pour des corridas de taureaux vedettes. Oui, c'est un taureau qui transmet beaucoup, mais aussi un taureau qui a beaucoup de régularité. On a une ganaderie avec beaucoup de régularité, avec des taureaux même très sérieux, forts, bien présentés, mais qui servent beaucoup, qui ont de la mobilité et qui permettent des faines importantes. Avec ici un final par circulaire, ça a été une figure que vous avez mis au goût du jour lors de cette faine. Pour quelle raison ? Non, c'est pas vraiment ma tauromachie, je le sais, mais ce qu'il y a, c'est ce jour-là, il y a eu un niveau justement de circulaire, de torero en redon de la part de Luc et de Pereira qui avait été énorme ce jour-là. Et en fait, bon, des fois, il faut se faire un peu violence pour faire agir le public. En faisant le torero classique, le taureau pur, des fois, ça passe moins. Il y a des jours que oui, il y a des jours que non. Et ce jour-là, ben, j'ai ressenti ça, que les gens avaient une attente un peu sur des muletas comme ça en redondo et bon, même si c'est pas quelque chose que j'adore faire, je me suis un peu forcé à le faire. Bon, ça m'est pas trop mal sorti. On voit ici la fin de cette faine et l'oreille que vous allez couper, Jean-Baptiste, après donc cette épée à la recibir. La volonté aussi du recibir, c'est parce que le taureau avait de la vibration, qu'il venait bien dans la moulette? Oui, c'est un taureau qui avait encore de la mobilité au moment de la mise à mort, et le recibir, c'est quelque chose que j'aime bien faire quand le taureau le permet. J'aime bien le ressortir quand le taureau le permet et quand la faine aussi a eu assez d'importance justement pour la rubriquer comme ça. Cette faine a été votre dernière corrida en habit de lumière en France en 2009. À quel moment vous avez décidé finalement comment s'est fait la fin de collaboration entre la famille Espinosa et Davila Miura? On l'a dit, ça a été d'un commun accord, mais qu'est-ce qui a fait que vous souhaitiez changer d'air? Après, tu sais, en fin de saison arrivent un peu les bilans et puis aussi les projets pour la saison qui arrive. Et bon, Eduardo et Roberto sont des amis de longue date. Eduardo a été compagnon au cartel pendant plusieurs années. Roberto m'a apodéré à mon étape de novière également et d'alternative. Donc on a aucun problème à parler clairement comment sont les choses, la réalité de la situation. Et eux ont ressenti, comme moi, que j'avais intérêt plutôt à rechercher dans une autre façon de travailler, d'autres apodéras, de tout ça. J'avais une proposition très intéressante d'une maison importante comme Caldas et Mejía. C'était pas la première fois en plus, je crois. Non, il y avait eu plusieurs fois des approches de leur part, et bon, ce qu'il y a, bon, ça s'était jamais fait, mais en tout cas là, j'ai senti que c'était le moment. Roberto et Eduardo l'ont compris, et donc une aventure nouvelle et différente débutera pour 2010, en espérant que ça se passera bien et que la saison 2010 sera une réussite. On vous le souhaite en tout cas, Jean-Baptiste. Dans la dernière partie de Tennis au Sud, on reviendra justement sur ce festival taurin, notamment tauré par Eduardo Davila Miura dans les arènes des Saintes-Maries de la Mer, mais aussi sur le seul contre 6 de Juan Bautista. Tout cela, c'est après une courte page de publicité. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue. Vêtements déco tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.indiennesdenîmes.fr. Chemise, blouson, veste, jupe, pantalon, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue. CDE, confort, développement, énergie. Pompe à chaleur, solaire, photovoltaïque.
Votre installateur privilégié CDE vous prend en charge de l'étude à la réalisation de votre projet. Pour tout besoin en solaire, pompe à chaleur ou photovoltaïque, contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée. CDE, c'est au 1325 avenue Maréchal Juin à Nîmes. Entre l'économie d'énergie, le crédit d'impôt, la TVA à 5,5 et nos études gratuites, n'hésitez plus. Troisième et dernière partie de Tendido Sud avec notre invité Jean-Baptiste Jalabert, Juan Bautista, pensif avant d'accueillir ce deuxième exemplaire d'une journée importante, Jean-Baptiste, dans cette temporade 2009. C'était le 8 août dernier sur le sable des arènes municipales des Saintes-Maries de la Mer avec ce taureau d'Antonio Paya, le fameux Jandilla, l'un des fameux Jandilla de Salamanque, baptisé Libertador, et devant lequel vous allez connaître quelques bons moments. Mais avant toute chose, Jean-Baptiste, la volonté aussi, parmi les objectifs de ce 10e anniversaire d'Alternative, c'était de combattre seuls 6 taureaux dans les arènes qui vous sont chères au cœur, celles des Saintes, une journée particulière. Oui, c'est sûr que taurer 6 taureaux, c'est vraiment quelque chose de particulier. Je l'avais fait de novière, mais de matador pas encore. Et j'étais content de le faire aussi dans une arène, même si elle est petite, c'est une arène de 3e catégorie, mais dans une arène où je me sens bien, dans laquelle, comment te dire, c'est une histoire aussi un peu de ma carrière, les Saintes-Maries de la Mer, un endroit où j'ai fait mes débuts en tant que novillero San Picador, aussi en tant que novillero piqué. De matador, j'y taurais presque tous les ans la corrida flamenca, et donc j'étais heureux de me retrouver ce jour-là avec tous les aficionados, tous mes amis qui étaient venus me voir et pour une après-midi importante face à 6 taureaux. En plus de ça, je combats 6 taureaux de 2 élevages différents, mais qui sont 2 amis, Antonio Paya et la famille Galon. Et j'ai pu prendre beaucoup de plaisir ce jour-là, et notamment ce taureau d'Antonio Paya est sorti très très bon. Un taureau dont la dépouille a été ovationné à la race, ça fait partie des taureaux très importants de cet après-midi saintois. Alors, on le sait, Jean-Baptiste, vous vivez lorsque vous êtes en Espagne côté de Salamanque. J'imagine qu'Antonio Paya, ça fait partie des bonnes adresses du Campo Charro dès lors qu'on a envie d'aller tienter ou bien d'avoir un taureau en privé, non? Oui, chez Antonio Paya, c'est un endroit où je vais souvent m'entraîner, tienter, et une ganaderie que je connais bien, qui est vraiment pur Jandilla, mais en plus de ça avec cette mobilité, cette transmission aussi qu'a certaines fois le taureau de Jandilla. Et ce taureau était vraiment un taureau important, avec lequel j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est le style de taureau qu'on aimerait toucher dans un Madrid, dans une arène comme Madrid ou Séville, parce que c'est des taureaux avec de la transmission, mais qui te permettent de taurer très à gusto. Et lorsqu'on vous voit taurer de la sorte, Jean-Baptiste, la faine a duré un certain temps, on se rend compte finalement que les montres s'arrêtent et qu'on taurait à l'envie finalement, et qu'on n'a plus de prise sur la durée de la faine. On sent vraiment que lorsque vous vous relâchez, là, les séries s'enchaînent avec une grande générosité et que ça pourrait durer des heures. Oui, tant que le taureau charge et tant que le taureau a cette qualité dans la charge. En plus de ça, c'est vraiment au Sainte, j'adore y taurer, je m'y sens très, très à gusto, et l'ambiance ce jour-là, tout était réuni pour que ça se passe bien, et c'est vrai qu'après tu oublies justement un peu tout ça. Tu taurais pour toi, et même si bien sûr il y a la présence du public, mais c'est pour ton plaisir, toi, ton plaisir personnel. Ça fait plusieurs années que vous taurez cette corrida flamenca des Saintes-Maries de la Mer. Est-ce qu'avec la musique du quadro aidant, parfois on se laisse griser par le duende et on oublie un petit peu le rôle et la responsabilité qu'on a dans des corridas, on va dire, beaucoup plus austères? Est-ce que c'est différent vraiment l'ambiance, et est-ce qu'on se relâche beaucoup plus dans des instants comme celui-là? Accompagné de flamenco, de guitare, tout ça, c'est une autre ambiance, c'est un plus. Moi, je pense pas que c'est quelque chose à faire trop régulièrement, mais dans ce cas-là, dans une corrida un peu spéciale comme ça, en plus les Saintes-Maries de la Mer se prêtent justement très bien à cette ambiance de flamenco, tout ça, parce que c'est un peu ça aussi, les Saintes-Maries de la Mer. Mais pour cette corrida, ça va très bien. Ouais.
Alors au moment où nous voyons ces images, vous aviez déjà largement acquis la grande porte. On est devant le 6e taureau de l'après-midi. Vous aviez déjà, je crois, 6 oreilles dans votre escarcelle. Les choses s'étaient vraiment bien passées. Et donc là, on vous retrouve encore une fois devant un taureau de Antonio Paia, baptisé Tomillero, que vous avez gardé pour le final. Et c'est un taureau auquel vous avez posé les banderilles. Est-ce que ça faisait partie des petits objectifs et des petits défis que vous étiez lancés justement en vue de cette corrida de seul contre 6? Oui, c'est sûr que j'avais pensé. Et puis quand on taurait 6 taureaux, il faut justement se forcer, s'obliger à faire apporter un peu des choses différentes, des choses que tu n'as pas trop l'habitude de faire. Et en l'occurrence, les banderilles, je ne les pose jamais, sauf en festival ou des choses vraiment exceptionnelles. Mais là, ce jour-là, c'était une journée exceptionnelle, une journée particulière, et il fallait faire l'effort de poser les banderilles, ce qui je me suis réservé en attendant le 6e, et finalement le 6e a été le taureau le plus compliqué, et certainement pas le plus facile à banderiller, mais enfin bon, je les ai mises à peu près. En revanche, vous avez tellement pris de plaisir qu'après les banderilles, vous avez payé un kit supplémentaire, un petit peu comme parfois le faisait Ortega Kahn à une certaine époque, de payer des kits de cap après les banderilles. Ouais, pourquoi pas. C'est vrai que je me suis dit, le taureau encore à ce moment-là avait une bonne mobilité à la cape et j'ai eu envie de lui donner un kit en plus. Un mot sur le brindis à votre sœur Lola? Oui, à ma sœur, c'était une belle journée justement où j'étais accompagné de tous les gens qui me suivent, qui m'aiment, qui ont suivi ma carrière depuis mes débuts et ma sœur que j'aime beaucoup, et donc elle était présente et j'étais content de lui brander un taureau. J'y en avais brandé un quand j'étais novice au San Picador, donc il y a une bonne dizaine d'années, et de Matador ça n'avait pas été fait encore, donc je voulais que ce soit un peu aussi une journée particulière pour tout le monde. Après 10 ans d'alternative, est-ce que votre sœur a toujours peur pour vous lorsqu'elle vous voit en piste? Oui, forcément, c'est sûr, ma famille, tout le monde connaît ce métier, ils sont tous aficionados et savent très bien les risques que prennent les toreros en toréant, mais bon, ils ont respecté mon envie, mon afition depuis le début et ont toujours été proches de moi dans les bons et dans les moments plus compliqués aussi. Et 2 oreilles supplémentaires à l'issue de cette journée. Physiquement, à ce moment-là, vous vous sentiez comment? Est-ce qu'à la fin de la corrida marathon, on ressent quoi? On se dit, ouf, c'est fini, j'ai pas à offrir le 7e, on se dit quoi? Oui, non, ça s'était bien fini avec le 6e, donc offrir un 7e taureau, non, c'était pas la peine, mais c'est sûr que physiquement, oui, c'est un effort vraiment important de combattre 6 taureaux et de vraiment donner le maximum, essayer de donner le maximum à chaque fois et s'adapter à chaque taureau. C'est des après-midi fatigantes. On ressent plus la fatigue à partir du 4e taureau sur le dernier tiers de la course? Ce jour-là, j'ai eu un coup de fatigue après le 2e taureau, le taureau qu'on a vu tout à l'heure, le taureau noir d'Antonio Paia, parce que c'est un taureau que je m'étais vraiment employé, intrigué avec ce taureau. Et après ce taureau, j'ai eu un petit coup de fatigue, j'ai eu un peu de mal à reprendre le taureau suivant. Mais après, dans les 5 et 6e, je me suis senti bien, ça allait. Allez, on va rester dans ces arènes municipales des Saintes-Maries-de-la-Mer avec la dernière grande date de cette saison française dans le sud-est, lors de la journée du samedi 31 octobre, qui avait débuté sur la plage est des Saintes-Maries-de-la-Mer avec le traditionnel concours d'Acoso y Derribo que vous organisez depuis plusieurs années maintenant. Et un autre moment rare de ce festival taurin, c'était le partage des banderilles avec El Juli et Mathias Tejera. C'est un moment où on a senti beaucoup, comme on dit en espagnol, de compañerismo, de ce lien qui vous lie avec vos amis, toujours avec l'anneau de compétition, mais on sent qu'il y a une grande complicité entre vous en piste. Oui, et puis ce jour-là, on était vraiment réunis entre amis, entre taureurs, et on était là par plaisir, pour prendre du plaisir, s'amuser, en donner aussi au public. Et c'était une belle journée, tout était réuni, il a fait beau, il y a eu du monde. La course le matin sur la plage s'est très bien passé. Tout le monde a joué le jeu à fond, le roulis a été super tout le week-end. Et donc ça a été vraiment un beau week-end ce week-end-là au Sainte-Marie-de-la-Mer. Alors, autre point commun avec les Saintes-Maries-de-la-Mer par rapport aux images qu'on a vues tout à l'heure, c'est que le bétail est le même, là avec un an de moins, puisqu'on est avec des novillos, donc un taureau âgé de 3 ans, mais toujours la qualité du bétail d'Antonio Paia, auquel vous aviez renouvelé votre confiance pour ce festival. Ouais, c'est vrai que c'était aussi une belle opportunité pour lui, pour le Ganadero, que de lidier
un festival de cette catégorie où les toreros le Juli, Tejela, David Lamure, moi-même, tout ça, c'était une belle opportunité pour lui et il a choisi les novillos avec un grand soin et ça a marché. Les 4 novillos ont servi. Ils nous ont permis de torer très à goût, de prendre beaucoup de plaisir. Donc c'est vrai que c'était une belle après-midi et tout s'est vraiment passé comme on le voulait. Histoire de clore en beauté la temporada, est-ce que pendant la faena de David Lamure, qui à l'époque était encore votre conseiller artistique et coapoderado, vous avez un petit peu fait des jaleos justement sur les séries importantes liées par le torero andalou ce jour-là? Non, Eduardo a été très bien ce jour-là, il a été très bien avec son novillo qui est sorti très bon et non, j'étais content de le voir et c'est vrai que l'ambiance permettait justement un peu de se chambrer et tout ça et ça a été le cas. Mais Eduardo est un ami et c'est vrai qu'on a passé une belle saison ensemble qui n'a pas été simple tous les jours, mais il est resté entre nous malgré la séparation d'il y a quelques jours une grande amitié, beaucoup de confiance, de respect et je lui serai toujours reconnaissant de tous les conseils et de l'amitié qu'il a eu envers moi cette année et de son professionnalisme aussi et de tout ce qu'il a essayé de faire avec moi. Si vous deviez détacher les dates importantes de cette temporada, lesquelles vous reviendrez en premier à l'esprit? Je crois qu'en France, tu as bien résumé un peu ce qui s'est passé avec les images que tu avais sélectionnées, mais après en Espagne aussi, il y a eu des après-midi importantes, à Victoria notamment, à Grenade, à Cordoba, à Alicante au mois d'août. Après, il y a eu des faines que j'ai pris beaucoup de plaisir, par exemple à Correia ou à Peñaranda. À Saragosse en octobre, je me suis senti bien aussi avec un taureau de la campagne qui s'est vite arrêté malheureusement, mais il y a eu aussi des bons moments. Bon, il n'y a pas eu les triomphes qu'il y avait eu d'autres années, des triomphes importants dans les grandes arènes, mais il y a eu aussi des moments très positifs, et ce qui me permet de continuer à être à un niveau important. La clé de la réussite en 2010, c'est retrouver un taureau important dans une arène de première catégorie, comme ça avait été le cas en fin d'année en 2007 à Madrid. Oui, ça serait l'idéal. L'idéal, ça serait ça à Madrid ou à Séville, de tomber sur un taureau qui puisse me permettre de mettre ma tauromachie en place. Et voilà, parce que je sais que dans ces endroits-là, pour que je puisse triompher, il faut que le taureau m'aide un minimum, et ce qui n'a pas été le cas cette année. Et donc j'espère qu'en 2010, oui, j'espère que certains taureaux pourront m'aider dans ces endroits-là, et ensuite que moi je ne perde pas le sitio à l'épée quand il ne faut pas le perdre, à la Pentecôte, à Nîmes ou à Grenade, tout ça, ça a été regrettable de pincher des taureaux importants que j'avais bien taurés, et donc j'espère faire une saison un peu plus régulière et prendre du plaisir et triompher dans les endroits importants pour que la saison ait encore plus de reconnaissance. En termes de contrat, vous avez déjà l'assurance de repartir sur une trentaine de courses signées. Vous avez déjà un objectif justement pour la saison 2010? Oui, je pense qu'on va continuer. Je vais continuer à tourer régulièrement, comme j'ai pu le faire ces dernières années, dans les fériés importantes, autant en France qu'en Espagne. Et j'ai un début de saison qui se présente très important, certainement dans la grande majorité des fériés importantes. Et à partir de là, se décident aussi beaucoup de choses pour le reste de la saison. Donc j'espère que justement les taureaux me serviront en début d'année, que moi je serai bien, que je les tuerai bien, et que je pourrai faire une grande saison en 2010. Allez, très rapidement, les tableaux des classements français du côté des novières. On va revoir ce qui s'est passé en France avec de la 26e à la 30e place cette semaine, Sergio Lopez. Avec une place qui devance Mario Guirao avec une seule oreille, qui a débuté en tout début de temporada. Thomas Cerquera avec une oreille coupée, c'était devant la novia de Pierre-Marie Ménadier cet été à Béziers. Miguel de Pablo, 29e avec une novia et une oreille, et 30e Moreno Munoz avec le même score. Du côté des Matadors, toujours de la 26e à la 30e place, El Cid, 3 corridas, une oreille, devant Antonio Joao Ferreira. Javier Valverde, 3 corridas, 2 oreilles, mais moins de taureaux estoqués par rapport à El Cid et Ferreira. Robleño, 2 corridas sans oreilles, mais plus de taureaux estoqués par rapport à Roselito Adam, qui a fait un joli retour en France en coupant un total de 4 oreilles. Et puis Jean-Baptiste, vous faites partie, on va le voir, de la première à la 5e place, l'un des toreros les plus engagés cette année en France, avec 11 corridas taurées, 16 oreilles coupées. C'était aussi important pour vous d'être présent dans votre pays et de couper les oreilles qui vous permettaient aussi de maintenir votre confiance cette année?
Oui, oui, c'est vrai que en France, c'est à peu près la quantité de corrida entre 10 et 15 que je taurais à peu près toutes les saisons. Et cette année, donc, ça a été 11, 16 oreilles. C'est vrai que j'en ai perdu pas mal à l'épée en début de saison, mais après, il y a eu des oreilles importantes à Bayonne aussi. On a oublié d'en parler tout à l'heure, mais en septembre, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi face à un tour de Val des Fraises, donc j'ai bien tauré. Et il y a eu des après-midi importantes que tu as bien, nous as bien montré tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup Jean-Baptiste d'avoir été notre invité ce soir. Mucha suerte d'ores et déjà pour 2010, puis on espère justement vous retrouver sur la voie du succès et faire que la 11e année en qualité de Matador soit couronnée de triomphe. Très rapidement, s'inscrivant à votre écran, eh bien, les jours de passage, horaire de rediffusion de cette émission Tendido Sud. N'oubliez pas les rediffusions et puis juste après cette émission, si vous nous regardez en direct, n'oubliez pas le journal de Marlène Laroche. La semaine prochaine dans Tendido Sud, il sera question de cinéma avec un très beau film réalisé par Fanny Vidal, Dire son mystère, toute une histoire. Merci de votre fidélité à Tendido Sud. À la semaine prochaine, au revoir.